Loud. OK, je pense qu'on est en route. Je vois le petit bouton qui clignote. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être avec vous et je suis surtout content que vous êtes avec moi ici pour une petite discussion autour d'une exposition qui vient d'être rendue disponible au grand public. Une exposition qui a été créée dans le cadre de la semaine des actions ou de l'action contre le racisme au mois de mars. Tellement que le projet est beau et maintenant qu'il est disponible de façon permanente, on s'est dit, il ne faut pas se limiter au mois de février ni au mois de mars, la semaine au mois de mars. Il faut que ça continue et il faut qu'on continue à en parler. Donc, moi, Francine et Saillant et moi, on a eu l'idée d'avoir une petite discussion, un petit échange autour de cette exposition qui s'appelle Les villes d'à côté. C'est ça le bon Exact, titre? c'est OK. bien ça. C'est très bien. Et donc, j'ai invité les trois responsables de cette exposition de venir échanger avec nous pour expliquer un peu le genèse du projet et puis ceux qui retiennent après l'expérience d'avoir mis sur pied la belle exposition. Et donc, d'abord, j'aimerais vous présenter à nos invités qui sont des amis et des collègues. Premièrement, il y a Francine Saillant, qui est commissaire et chercheur principal du projet. Francine est professeure émérite au département d'anthropologie de l'Université de Laval. Elle a publié seule ou en collaboration près d'une trentaine d'ouvrages, dont Le mouvement noir au Brésil, Droit et culture en mouvement, mon livre préféré, Pluralité et vivre ensemble. Francine est aussi chercheur régulier à notre équipe, le LABRI, le Laboratoire de recherche en relations interculturelles. D'ailleurs, c'est le LABRI qui organise cette petite discussion. Ensuite, France Voltaire, commissaire et directeur du Syndicat et président de la Semaine d'action contre le racisme. France Voltaire est actuellement le président du CIA, du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, qu'il a fondé en 1983. Il est né en Haïti en 1948, réalisé après ses études universitaires en histoire et en sciences politiques au Chili, puis à l'UQAM à Montréal. Il a enseigné à l'Université du Chili, à l'UQAM, à l'UDEM, à l'Université nationale autonome de Mexique, ça je ne savais pas, et à l'Université d'État d'Haïti. Il est un écrivain prolifique, un chercheur de renom sur les questions en rapport avec la diaspora africaine et haïtienne. Donc, je vais citer plusieurs livres. Une histoire de la... Attends, je suis mélangé dans ma liste. Sur le site de l'Expo, vous avez une liste de ses publications. Il a gagné plusieurs prix et on est très content que France est avec nous aujourd'hui. Merci, France. Ensuite, il y a Sarah Brodage-Duclos qui est commissaire aussi, conceptrice web de l'exposition et qui est chercheur actuellement au niveau doctorat. Sarah est détentrice de bac en enseignement des arts visuels et médiatiques. Elle a une maîtrise en communication interculturelle, wouhou, et elle est actuellement doctorante en anthropologie en rédaction de sa thèse doctorale. Ses recherches portent sur l'agentivité des femmes autochtones en contexte urbain au Brésil. Elle s'intéresse de manière plus large à l'autochtonie urbaine, au mouvement autochtone brésilien, aux associations autochtones féminines et aux formes d'agentivité déployées par les groupes minorisés et marginalisés. Donc, c'est une équipe de tonnerre, cette équipe. Si vous avez des choses à retenir, j'avais pensé peut-être poser une question à chacun de vous pour commencer. Et puis, comme ça, après, on peut avoir quelques minutes pour une discussion pour voir vos impressions générales de l'expérience. Premièrement, je voulais commencer par Francine. Si tu peux nous expliquer un peu d'où est venue l'idée pour l'expo, c'est-à-dire comment vous avez réussi à mobiliser les jeunes dans le cadre du projet et comment est-ce que l'équipe a été créée. C'est une idée très originale, la présentation aussi. Là. On aimerait savoir un peu d'où est venue l'idée.
Ben, l'idée est venue d'expériences antérieures avant ce projet, où est-ce qu'on se rendait compte que les personnes jeunes, relativement à la question des droits, exprimaient pas toujours très facilement en termes de droits et de revendications de droits leur réalité, en particulier celles venant des milieux très marginalisés. Le langage des droits est un langage sec, on le sait, il a ses règles, il est assez formel. Alors, comment traduire finalement, entendre et traduire les expériences liées à la marginalisation et à la discrimination de jeunes qui sont justement les pieds dedans dans des milieux hein, qui sont finalement en France les banlieues, au Brésil les favelas, ici les quartiers plus éloignés de Montréal et en Haïti, disons, les marges du centre-ville, je vais dire ça rapidement comme ça, les quartiers populaires. Alors, donc, l'idée était d'aller vers eux dans 4 villes, hein, ça veut dire Port-au-Prince, Paris, Montréal et Rio, dans des quartiers choisis et de pouvoir rencontrer de ces jeunes qu'ils nous présentent, eux, leur milieu en les visitant, qu'ils nous parlent de leur milieu en marchant, en interviewant, en marchant de manière un peu collective, parfois individuelle, en photographiant. Eux ont pris des photographies de leurs lieux, des endroits qui comptent, de leurs espaces, en parlant en même temps, sans qu'on les pousse trop, des expériences de marginalisation, d'éloignement des centres, d'éloignement des lieux de pouvoir et aussi de leur accès à la citoyenneté, de leur accès à aux ressources finalement qui sont habituellement proposées pour les milieux les plus favorisés. Alors ça a été quelque chose d'extrêmement important et on a suivi ces rencontres avec des groupes de jeunes allant jusqu'à, je dirais, au maximum 25 là, par ville et par milieu. On a fait des ateliers d'art avec eux qui nous permettaient de leur proposer de poursuivre la discussion en collectif et aussi de dessiner leurs espaces sans donner de contraintes. Enfin, tous les dessins qu'on voit et toutes les images que l'on voit, il n'y avait pas comme telle une consigne très directe, sauf celle de parlez-nous de vous, parlez-nous de votre milieu et ainsi la division des espaces, la question du racisme et de la discrimination est ressortie naturellement dans leur langage et à leur façon. Mais en même temps, on le verra par d'autres commentaires de mes collègues et amis, il n'y a pas que ça. Et c'est ce qui peut-être rend cette expérience extrêmement intéressante, c'est qu'il n'y a pas une division nette et franche entre les thèmes discrimination et racisme et les thèmes, par exemple, de la beauté, du désir de paix. Hein. On sait que ces milieux sont souvent aux prises avec de la violence, avec des interventions policières qui ne sont pas toujours heureuses. On en sait de plus en plus là-dessus. Alors, on voit des prises de parole. Et on a demandé, évidemment, lors des entretiens, on a demandé aux jeunes la permission de les enregistrer et on a pu, de ces enregistrements, retirer un certain nombre de paroles qui permettaient d'expliciter ou de commenter, en quelque sorte, soit les dessins, soit les photos. Et celui qui regarde l'exposition peut naviguer et refaire son récit de ces villes d'à côté. On a parlé de villes d'à côté, pourquoi? Parce que en fait, les endroits où nous sommes allés sont plus ou moins des villes. Bon, Grigny à Paris, c'est une ville, mais c'est aussi une banlieue. Rossigne à Rio de Janeiro, c'est pas vraiment une ville, c'est une favela. Mais en même temps, ces gens regardent la ville, c'est-à-dire le centre, hein, le lieu de l'hégémonie géographique et culturelle et politique et sociale. Et c'est en même temps l'idée d'un double regard. Hein.
nous écoutons, nous regardons avec eux, hein, c'est le par et pour, et en même temps, de l'autre côté, ils examinent le lieu d'où part cette discrimination et cette interaction et ce racisme. Alors, je pense que cette façon de faire nous donne des résultats intéressants. Ceci était inscrit dans un projet plus large où nous devions continuer cette expérience, hein. C'était très expérimental, donc il ne faut pas, pour les chercheurs qui attendent des grosses données, le big data, on n'est pas là-dedans, on est C'est dans little une data. Vous avez un projet avec expérimentation. le little data. C'est Non, non, it's little data, fine data, mais c'est une expérimentation qui, si elle était reprise, je pense, donne un certain nombre de résultats et j'espère qu'on pourra écrire d'ailleurs sur cela. Est-ce que je réponds à votre question, Oui, tout Bob à White? fait, tout à fait. Tu as couvert des éléments que j'ai oublié de couvrir dans mon introduction. Donc, on a fait un peu le tour sur la première page du site web. Puis, tu as parlé aussi de cette question de discrimination. Je voulais tourner un peu vers France pour poser une question là-dessus sur la page qui explique le descriptif de l'exposition. Je voulais reprendre un extrait du texte que vous avez écrit. Et après, je vais tourner vers France pour voir le rapport avec la semaine. La discrimination est, donc je cite, la discrimination est le fruit de la méconnaissance, de la non-reconnaissance de ceux qui sont vraiment, clament-ils pour la plupart. Participer à notre expérience voulait dire mieux faire connaître leur normalité, elle était comme tout le monde, plutôt que leur exceptionnalité, être pointé du doigt comme supposément violent ou encore mésadapté. En ce qui concerne les aspects négatifs de leur expérience, ils ont traduit le sentiment d'être abandonnés des pouvoirs publics et exactement d'être considérés comme des citoyens de second ordre de la part d'un État jugé incompétent et qui peut être violent et lui-même contribuer à la discrimination. Donc, je sais que, France, je sais que la question de la discrimination et surtout les communautés qui sont racisées ou racialisées, c'est comme un sujet qui est très important pour toi. Tu travailles beaucoup là-dessus dans plusieurs contextes et on associe le travail que tu as fait avec cette semaine d'action contre le racisme. Comment est-ce que l'expo s'insère là-dedans? Comment est-ce que ça répond aux objectifs de la semaine? Et comment est-ce que ça fait évoluer la compréhension du grand public par rapport aux effets de la discrimination? Bon, d'abord, je dois Tine et Sarah, sans qui cette exposition n'aurait pas eu lieu, sans qui cette exposition n'aurait pas pu arriver presque à terme pour être présentée dans la semaine d'action contre le racisme. Il nous semble extrêmement important que l'on présente cette exposition dans le cadre de la semaine. On aurait pu la présenter à part, mais elle cadrait très bien avec la semaine pour plusieurs raisons. D'abord, moi, ça m'a toujours intéressé dans le cadre de la semaine d'avoir ce que j'appelle l'art contre le racisme, dans la mesure où il s'agit aussi de production artistique, de photographie, de vidéos, de populations, disons-le comme cela, qui sont marginalisées, qui ne se sentent pas représentées. Et c'était une opportunité pour présenter leur travail dans le cadre, comme l'a souligné Francine, d'une recherche beaucoup plus élaborée, beaucoup plus qui devrait se perpétuer, mais qu'il fallait rendre justice à ces 4 groupes qui se recoupent dans des situations tout à fait différentes, Grigny ou Montréal-Nord ou Port-au-Prince ou encore Rocinha à Rio. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on leur donnait la parole à ces gens qui n'ont pas la parole et que nécessairement, à travers leur expression artistique, leur dessin, à travers les vidéos, ils prenaient une parole et ils nous disaient qu'effectivement, comme exclu ce sentiment aussi, et c'était ça l'essence pour la semaine, de donner la parole à tous ceux qui vivent une certaine forme d'inclusion. Et dans le cadre de cette semaine toute particulière, évidemment, une exposition comme ça aurait été plus intéressante présentée en présentiel. On ne désespère pas qu'un beau jour, on nous lèvera
toutes ces restrictions et qu'on pourra voir l'exposition directement, mais c'est important de présenter cette exposition dans le cadre de la semaine sans exclusion, c'est-à-dire, à mon avis, cette exposition doit être présentée de façon permanente. Et c'est ça un intérêt. Moi, j'ai été associé à cela avec le travail que Francine et Sarah avaient fait à Port-au-Prince. Donc, j'ai accompagné, donc il y a quelque part une appropriation personnelle. Je ne sais pas si c'est une appropriation culturelle, mais je me suis approprié aussi cette exposition. Et je pense que c'était très important que l'on puisse voir cette exposition qui est le fruit d'un travail énorme qu'avait fait Francine et que ce travail va au-delà des chercheurs parce qu'elle est rendue présente pour tout le monde. C'est vraiment apprécié, merci. Je cherchais à montrer un peu le site de la semaine d'action contre le racisme. Là. On voit que, puis j'aime beaucoup cette idée que, de faire les liens entre l'art et la recherche et entre l'art et une compréhension de la discrimination systémique. C'est vraiment quelque chose qui sort beaucoup dans vos travaux. Donc, toi, France, et puis toi, Francine, je vois pourquoi vous collaborez aussi bien ensemble et depuis aussi longtemps. Et Sarah aussi, Bon, voilà, justement. Les documentaristes. Justement, ma troisième question, c'est pour toi, Sarah. Je voulais savoir si tu peux nous parler un peu de l'expérience. Tu es anthropologue, tu es spécialiste en médias et en visuel. Comme ethnologue ou comme communicologue, qu'est-ce que cette expérience de l'expo nous apprend sur la culture des jeunes ou sur la culture des villes? Parce que je sais que tu as travaillé beaucoup sur les mouvements des groupes marginalisés dans les villes aussi, dans l'espace urbain. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience par rapport à ces questions-là? Bien, premièrement, c'est intéressant parce que ce que l'exposition nous permet de faire, c'est réellement un voyage au cœur de leurs expériences à travers à la fois leurs récits, donc qu'ils nous ont racontés, leurs paroles, mais aussi à travers leurs regards. Donc, un regard qu'ils nous ont soit photographié ou soit dessiné, comme Francine et Franz le précisaient. Et c'est partir du dessin, partir de la photographie, partir de l'image nous offre une possibilité beaucoup plus large que de devoir mettre des mots parce que des fois, on n'a pas nécessairement le mot adéquat. Les jeunes cherchent le bon vocabulaire à utiliser. Donc là, on sortait de ce cadre uniquement parler, si on peut dire. Et dans le fond, c'est une expérience qui, je crois, est allée pour les participants, mais aussi pour les chercheurs, est venue toucher vraiment la sensibilité et à la fois dans l'expérience, dans l'explication de leurs expériences et ensuite dans le traitement des données, donc de voir comment est-ce qu'on pouvait nous relier leurs récits oraux. Donc, quand on faisait des entrevues marchées, par exemple, ensuite, on allait coller ça aux images et de voir que toutes les expériences, peu importe le pays, se recoupaient, avaient vraiment de grandes similarités. Et j'enchaînais en fait sur la manière dont on a peut-être structuré un peu l'exposition. Donc, vous voyez qu'on a 4 grandes thématiques. Donc, l'ambiance urbaine, la discrimination préjugée, le droit à la beauté et à la fierté, et finalement, la catégorie agir, transformer, espérer et imaginer. Et donc, dans chaque grande thématique, on retrouve vraiment des éléments très divers, mais qui qui, selon nous, permettait vraiment de couvrir l'ensemble de ce que les jeunes avaient à dire. Parce que c'était pas simple, il y avait beaucoup d'éléments qui nous faisaient ressortir. Et on a choisi ces 4 grandes thématiques-là. Et dans le fond, dans ces 4 grandes thématiques-là, dans l'exposition, vous avez donc les dessins qui, chaque dessin, on peut entrer dans le dessin, on peut voir qui le fait. C'était important pour nous de donner vraiment visibilité aux artistes et aux lieux où était réalisé le dessin. Et ensuite, dans le fond, donc la portion, parfois il y a quelques mots qui accompagnent les dessins. Et ensuite, quand on descend, on a aussi 2 autres grandes parties qui accompagnent le dessin. C'est les paroles
paroles et les regards. Donc, les paroles, on a pour chaque pays, représenté par la forme du pays ou du continent, on a les paroles qui sont d'ailleurs traduites et qui vont ensuite être aussi traduites en créole. On a français, portugais actuellement et le tout sera également traduit en créole sous peu. Donc, on a vraiment là les paroles des jeunes, c'est des données brutes, comme vous disiez là, plus tôt, et ça permet d'entrer littéralement dans leurs expériences du quotidien qu'ils nous ont partagé. Et par rapport à ça, en parallèle, on a les photos, des photos prises par nous, des photos prises par les jeunes eux-mêmes, des photos qui ont été prises parfois au moment de nos visites ou d'autres qu'ils nous ont envoyées par la suite. Ils étaient tellement impliqués et ils voulaient vraiment nous montrer leur regard, à la fois de leur ville ou encore le regard des villes à côté ou des centres urbains dont on parlait qui sont plus centraux. Et ces photos-là permettent vraiment un lien entre les dessins et leurs paroles et permettent à eux trois de rendre cette expérience-là la plus dynamique, la plus représentative donc, de ces expériences-là. Et je crois qu'à travers tous ces éléments-là, on a réussi à atteindre un degré d'information et un degré de détail qui est peut-être pas simple à obtenir seulement avec une entrevue, par exemple. Super intéressant. Moi, dans nos recherches, on a vu qu'on a beaucoup insisté sur la question de la ville, l'identité urbaine, même la citoyenneté urbaine, le droit à la ville. Et parce qu'on a vu que parfois, c'est plus facile de faire partie d'une ville que de faire partie d'un pays ou d'une nation. Souvent, les groupes, les personnes racisées, les communautés marginalisées, autochtones, racisées et autres, bien, justement, c'est cette appartenance à la collectivité politique qui est rendue difficile par la discrimination et puis par les pratiques des groupes majoritaires. Mais appartenir à une ville, c'est autre chose. Donc, j'ai trouvé votre angle d'attaque vraiment super intéressant dans le projet. 4 villes, 4 médiums, si je ne me trompe pas, 4 différents médiums, et puis, non, 4 thèmes, en fait. 4 villes, 4 thèmes, et puis 4 médiums d'expression. C'est très, très riche et varié. Et bon, je ne sais pas comment vous avez fait ça en aussi peu de temps. Et la présentation, nous non plus. La présentation est super intéressante. Mais qu'est-ce que vous avez, là, on peut ouvrir la discussion pour voir s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Mais je suis fasciné de voir comment les jeunes s'attachent à leur ville. Oui. Et comment cette identité urbaine, mais ça peut être ça peut être comme une stratégie pour combattre la discrimination qui vient des autres formes d'appartenance. Est-ce que vous avez vu ça dans le projet? Bob, oui, Bob, moi, ce qui m'avait intéressé, je disais, c'est qu'il y a quelques années, j'avais publié pour le centenaire de Saint-Michel, donc de l'arrondissement Saint-Michel à Montréal, on avait fait un ouvrage et une exposition qui s'appelait le Saint-Michel des Haïtiens. C'est-à-dire, on s'était intéressé à comment une communauté s'approprie l'espace et comment elle le traduit, comment elle le vit, au point que quand tu interrogeais les gens, hier encore, on avait une rencontre avec quelqu'un et lui, il dit, je me définis essentiellement, il ne se définit plus ni comme haïtien, ni comme québécois, ni comme, même pas montréalais encore, mais il se définit comme appartenant à Saint-Michel. Michellois, il s'appelle les Michellois. Lundi, oui, tout à fait, les Michellois. Et d'ailleurs, lundi, on doit avoir une présentation avec Héritage Montréal sur justement la notion de patrimoine, ou comment des gens, et notamment des groupes d'immigrants récents, c'est-à-dire 50 dernières années, s'approprient un lieu, créent leur propre patrimoine et s'identifient à ce patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, on est face à des phénomènes intéressants où quelqu'un, je disais hier, disait je suis de Saint-Michel, l'autre disait non, moi je suis de Montréal-Nord, et comment les gens s'identifient à leur espace et créent aussi tout un processus dans lequel ils non seulement s'approprient ce pays, mais ils identifient des lieux iconiques pour eux et qui assument leur présence dans ce lieu.
C'est vraiment intéressant. Francine, tu Donc, voulais… c'est ça qui m'avait intéressé aussi. Oui, ça ressort dans le projet. Francine, tu voulais rebondir sur ça? Ben, peut-être que faut pas oublier, hein, c'est vrai la ville, puis c'est vrai aussi un peu la nation. Et je prendrai l'exemple brésilien dans les milieux les plus excentré, hein, par rapport au centre ville, au centre du pouvoir. J'ai toujours été frappée par la présence du drapeau brésilien. Et j'ai été frappée aussi en France, hein, de voir des choses pareilles. Et je pense on peut voir là le lien. Il y a à la fois un rejet du regard de l'autre, hein, et des centres de pouvoir, mais il y a à la fois une expression d'un besoin d'appartenance. Et en ce qui concerne la ville, cette tension, hein, le titre en parle, les villes d'à côté, cette tension entre centre et périphérie, hein, parce que c'est aussi ça, c'est aussi une sorte de dialogue, c'est aussi une sorte d'appel, hein, qui est fait. À la fois, on fait nos choses nous-mêmes, et là, vous avez sur le site, on n'en a pas beaucoup parlé, toutes sortes d'expériences conduites par les jeunes et qui font un peu écho à ce que disait Franz, on a placé, on a tenu à valoriser les expériences locales dans ces milieux où nous avons fait les rencontres, les entretiens, les marches, et à montrer en dehors de notre projet qu'est-ce qui se fait, hein, qu'est-ce qui se fait par ailleurs. Et donc, il y a par ces expressions une sorte de lien avec le lieu fort où on habite et dont on dit, c'est beau chez nous. Le problème, c'est juste que vous ne voyez pas qui nous sommes, vous ne nous connaissez pas, vous ne nous entendez pas et vous ne venez pas nous voir. Alors, il y a cet appel-là, il a été dans les 4 milieux, exactement le même, parfois mot pour mot. C'est fascinant. Donc, cette expérience de la marge et de la discrimination, elle est traduite aussi de cette manière-là, et un appel à être traité en tant que citoyen, hein, et là, le mot citoyen nous amène à des choses en lien avec l'urbanité, à être traité comme tout le monde, à être vu en égal et à être inclus. Mais les obstacles sont nombreux. Ouais. Et les expériences que nous en avons faites sont évidemment parfois troublantes, hein. Je pense que Sarah, tu pourrais parler du contexte dans lequel on s'est retrouvé à Rio, par exemple, ou à Port-au-Prince, où, bon, des difficultés supplémentaires, hein. Il n'y a pas que l'autobus qui sépare, ou des très grandes distances qui séparent la plupart du temps ces lieux, hein, des centres-villes et des centres du pouvoir. Francine, c'est Je sais pas, intéressant. Sarah, ce serait bien que Sarah puisse parler un peu de ces terrains et de ces particularités par rapport à ce qu'on est en train de dire au niveau du milieu Ouais. urbain et de cette urbanité à côté. Ouais. Francine, tu as parlé de reconnaissance. Ça commence par la reconnaissance qu'ils nomment eux-mêmes. Oui. Avant de tourner vers Sarah, je voulais souligner que sur un des thèmes, il y a cette idée du droit à la beauté. Pas juste le 4e thème sur la transformation. D'abord, le droit à la beauté. C'est fascinant de ramener ça comme problématique sociétale et anthropologique et interculturelle. Nous avons nous-mêmes été très surpris de trouver ça. Oui, puis c'est stimulant, ça change. On joue sur, c'est pas uniquement reconnaître que les jeunes sont là, mais c'est jouer à essayer de changer les représentations. On est vraiment en train le projet est vraiment en train de pousser, d'aller plus loin, de montrer autrement, de transformer les représentations qu'on a de ces groupes-là. Sarah, est-ce que tu voulais revenir sur Ville ou sur les thématiques? En fait, ça me permet vraiment de faire le glissement dans ce que vous êtes en train de dire, parce que nous-mêmes, dans nos expériences de terrain, on a été confrontés à ce choc-là, par exemple, du terrain à Rio, du terrain en Haïti, où on était confrontés à des réalités où la violence, où à Rio, par exemple, il y avait tout un conflit armé dans la Rossigne où on réalisait les entrevues, où on réalisait les marches et les ateliers de dessin également.
Mais malgré ça, et nous, on était donc quand même extérieurs à ça, on avait le regard extérieur, le regard médiatique, on était imprégnés de ça. Et quand on entrait et quand on parlait avec les jeunes, malgré la situation, je pourrais même dire malgré les coups de feu qu'on entendait en arrière-fond dans nos marches, et c'était du quotidien, c'était réellement, on était plongé dans le quotidien et le quotidien teinté d'une violence quand même assez marquée, principalement à Rio de Janeiro, à Rocinha. Mais malgré ça, tout ce qui est ressorti, ou la majorité des éléments qui sont ressortis, était en lien direct avec ce droit à la beauté, mais aussi cette fierté d'habiter ces lieux-là, cette fierté de se débrouiller dans ces espaces-là, de créer des organisations, des associations, des activités, que ce soit de la danse, du théâtre, et de, malgré la situation médiatique qui est imposante, de dépasser ça et d'avoir vraiment un pouvoir sur sa vie dans un un peu l'idée, ça c'est un peu l'idée de l'agentivité, c'est que on ne peut pas nier l'effet de cette violence, puis on le voit à Montréal aussi, il y a une augmentation dans les quartiers précarisés, puis on ne peut pas nier qu'on est dans un moment difficile et délicate et violente partout dans le monde. Là. Mais ce que tu dis, Sarah, c'est comme si les jeunes n'acceptent pas de se faire définir par cette violence-là. Ils ne veulent pas le nier, ça fait partie de leur expérience, mais ça ne les définit pas. C'est comme, tu as dit le malgré, c'est comme malgré tout ça, nous sommes ça. J'aime bien l'expression du malgré puis la débrouillardise qu'on voit dans beaucoup de villes à côté. L'expression, on va le retenir parce qu'il y a effectivement beaucoup de villes d'à côté. Là. Et puis, parce qu'on est arrivé à la fin de notre temps, mais j'aimerais voir s'il y a peut-être, si vous avez quelques petits mots de la fin avant de terminer, puis vous remercier. Moi, j'aimerais simplement dire aux gens qui vont aller visiter virtuellement l'exposition, surtout de prendre le temps et de vous imprégner et de vous reconstruire un récit qui est un récit croisé autour de ces expériences de jeunes qui se rencontrent vraiment très fortement au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, mais aussi allez voir les vidéos, allez voir les expériences locales, allez voir les jeunes qui s'expriment de différentes manières. Ça vaut vraiment le coup. Ça passe par la radio, ça passe par le théâtre, ça passe par toutes sortes de formes d'expression artistique liées parfois à des événements, par exemple les Journées de la paix à Grigny et autres réalités. Notre exposition, mais aussi ce qu'ils font en dehors de nous, ce qu'ils faisaient en dehors de nous avant la pandémie, bien sûr. Très bien. Sarah, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure? Ben, ça serait un peu dans la même optique. Et en fait, ben, je remercierais tous les participants qui ont vraiment là, rendu ce projet magnifique, sans leurs paroles, mais sans leurs dessins, sans les photographies qu'ils nous envoyaient des mois après. Ce suivi, cet intérêt-là envers le projet, on n'aurait pas réalisé cette belle exposition. Et en fait, juste en micro-conclusion, ceux qui sont intéressés à les découvrir, c'est dans le volet équipe. Et vous avez chaque pays. Et là, on a des liens spécifiques vers leur projet où on peut cliquer. Mais aussi, on a les photos des ateliers où on voit un peu là, les jeunes avec qui on était et l'ambiance des ateliers de dessin, des marches. Donc, on voulait vraiment donner cet accès-là au groupe, aux participants et pas seulement avoir les résultats, les données. Très bien, merci. France, est-ce que tu accepterais de faire un mot de la fin? Oui, mais disons que moi, je pense qu'il faudrait reprendre ce genre de rencontre qu'on vient de faire ici durant les journées de la culture et effectivement avoir une sorte de Zoom, mais avec YouTube Live ou avec Facebook Live pour qu'il y ait un plus grand nombre de participants qui puissent non seulement revisiter l'exposition, mais aussi nous interpeller. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer inviter quelques jeunes? Je ne sais pas si c'est possible de voir quelques participants du projet, peut-être les avoir en table ronde. On verra. Et le travail qu'ils ont fait, c'est incroyable. Votre travail aussi, c'est vraiment impressionnant. Je suis fier de faire partie de ce projet-là et puis content qu'on a pu arrimer le tout, ne fût-ce que virtuellement.
merci beaucoup de cette contribution-là. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir continuer à en parler. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'autres participants, partenaires. Vous pourrez le voir sur le site du projet, notamment un partenaire bien historique du SIDICA, qui est le GRIPAL, le groupe de recherche sur l'Amérique latine. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont cru en ce projet qui non pas se termine, mais j'espère qu'il va donner une nouvelle impulsion et faire des terrains comme ça pour des anthropologues, pour des artistes, pour des gens qui aiment l'art et trouvent que c'est un moyen de communication, d'échange et de pacification aussi dans certains cas. Eh bien, nous étions dedans et nous sommes heureux de contribuer à la Semaine d'action contre le racisme à travers ce travail. Merci, Francine. On a cru et puis on va continuer à en croire. Donc, merci à tout le monde. On se rejoint alors pour la prochaine séance si on arrive à le faire. Merci beaucoup. Voilà, merci. OK. Merci. Donc, j'arrête.